Est-ce que toi aussi t'étais convaincu qu'il allait avoir du suspense cette année en Première Ligue? Pour te dire, moi j'étais convaincu qu'on allait avoir un Big Four qui allait lutter jusqu'au bout pour le titre et même que Chelsea allait sortir vainqueur de cette bagarre. Je me suis quand même bien gouré parce que City est en train de dominer outrageusement la PL cette saison et est bien parti pour remporter son 4e titre en 5 ans. Mais comment ça se fait que les Citizens sont aussi forts? Je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. C'est parti! Bon, si on veut comprendre le jeu de Manchester City, il faut déjà repartir vers les bases et comprendre les idéaux de Pep Guardiola. Beaucoup de gens pensent à tort que Guardiola prône un jeu de possession. Et non, il prône un jeu de position. Et c'est pas exactement la même chose. La possession, c'est ce qu'on appelle aussi le tiki-taka. Le but, c'est de faire tourner et de créer de l'espace juste en faisant tourner le ballon. Le jeu de position, quant à lui, il est un poil différent parce que le but, c'est de se créer un avantage numérique dans certaines zones du terrain afin de pouvoir faire la différence là-bas et de se créer des occasions dangereuses. Pour appliquer son jeu de position, Guardiola, il divise le terrain en plusieurs parties. Il tire 6 lignes horizontales et 5 lignes verticales et pose une règle simple. Pas plus de 3 joueurs dans la même zone verticale et pas plus de 2 joueurs dans la même zone horizontale. Il y a une petite exception avec la grande zone horizontale centrale qui est considérée comme une double zone et donc 4 joueurs sont acceptés dans cette zone. Mais alors pourquoi poser cette règle qui semble même un peu arbitraire? Tout simplement pour offrir le plus de possibilités de passes possibles au porteur du ballon. Et pour te montrer pourquoi c'est très utile et que ça marche bien, on va prendre 3 phases de jeu différentes et je vais te montrer comment les équipes de Guardiola se positionnent dans chacune de ces cas. Prenons déjà le cas d'une phase de construction où le but c'est de partir de l'arrière et de monter petit à petit le ballon jusqu'à passer à peu près le milieu de terrain, le tout en brisant évidemment le pressing adverse. Dans cette phase-là, le Manchester City de Guardiola va jouer avec 3 défenseurs. Le latéral droit, Kyle Walker, va devenir le 3e défenseur central, avec les 2 autres qui vont s'écarter un petit peu vers la gauche. Et Cancelo, à gauche, va monter et former un double piston avec le milieu défensif de base, Rodri. Les 2 milieux de terrain, eux, ne peuvent pas rester dans leur zone, sinon on a un problème de surcharge du nombre de joueurs dans la zone et vont donc monter un peu et aussi s'excentrer. Ils vont se positionner dans ce qu'on appelle des demi-espaces. Le but de se positionner comme ça, c'est de toujours proposer au porteur du ballon une possibilité de passe. Et donc c'est très difficile d'avoir un pressing efficace contre un système tel que celui-ci, surtout que si par hasard les passes sont coupées, les joueurs vont dézoner et d'autres vont reprendre leur place pour essayer de nouveau trouver une possibilité de passe. Maintenant que la phase de construction est faite, regardons ce qui se passe en phase offensive. Premièrement, les milieux de terrain et les défenseurs vont monter, prendre l'espace et en fait, les 2 pistons vont devenir réellement des meneurs de jeu. Les 2 milieux relayeurs, quant à eux, vont encore plus monter dans ces demi-espaces pour presque devenir des attaquants. Et pour écarter tout ça, les 2 ailiers, eux, vont venir mordre la ligne pour créer le plus d'espace possible. Dans des phases de jeu telles que celle-là, le jeu des Citizens va toujours partir d'un des 2 pistons. Et donc du coup, les milieux défensifs de l'équipe adverse vont devoir monter pour défendre sur eux, car sinon, évidemment, le porteur de balle va pouvoir avancer et potentiellement décocher une frappe. À partir de ce moment-là, il reste quand même 5 joueurs offensifs Citizens à défendre, et ça reste quand même très compliqué. Et la tâche est d'autant plus difficile pour les défenseurs latéraux. En fait, le défenseur latéral, il doit soit s'occuper de l'ailier, qui mord la ligne, soit du milieu de terrain qui s'est mis dans ce demi-espace dont on parlait. Si le défenseur vient défendre sur le milieu relayeur, l'ailier va pouvoir faire un appel dans la profondeur. Si on arrive à l'atteindre, il va pouvoir lâcher un centre pour le buteur et l'ailier opposé qui vont repixer et faire un appel dans la boîte. Les centres sont souvent à rater du côté de Manchester City. Si par contre il vient défendre sur l'ailier pour éviter justement cette prise de profondeur, c'est le milieu relayeur dans ce demi-espace qui va pouvoir rentrer dans la boîte et potentiellement tenter une frappe. Donc on voit, les équipes adverses vont devoir défendre à encore plus de joueurs pour éviter tous ces problèmes. Mais cette tactique de Guardiola ne s'arrête clairement pas là. Le but n'est pas que de se créer des occasions offensives, c'est aussi de pouvoir presser très vite. Parce que cette règle du nombre de joueurs dans les zones fait que dès qu'un joueur dézone, un autre joueur va devoir prendre sa zone, prendre sa ligne. Et donc du coup, toutes les zones du terrain sont constamment occupées par Manchester City. Et donc du coup, quand l'équipe adverse récupère la balle, City va pouvoir directement lancer un pressing car il couvre toutes les parties du terrain et potentiellement récupérer un ballon très haut et donc se créer une occasion assez dangereuse. Si tu es toujours là, c'est que la vidéo semble te plaire, donc n'hésite surtout pas à lâcher un petit like et si tu ne l'es pas encore, abonne-toi, ça aide à faire grandir la chaîne et évidemment ça me ferait extrêmement plaisir. Bon ok, maintenant on a compris comment les équipes de Guardiola jouent. Mais pourquoi ce Manchester City semble aussi fort? Comment ça se fait que les Citizens cette saison, ils semblent injouables?
Bah d'après moi, il y a plusieurs points qui expliquent cela, et évidemment, un de ces arguments, c'est l'effectif. Parce que oui, Guardiola, ça fait déjà plus de 5 ans qu'il est sur le banc de Manchester City, et il y a quand même pas mal de joueurs qui sont présents dans cet effectif depuis pas mal d'années. Et donc du coup, on le sent, ces joueurs, ils ont l'habitude de jouer dans ce système, et tout est naturel. Tout leur positionnement est naturel, ils savent où leurs coéquipiers sont, où ils vont aller, et donc du coup, où ils doivent se placer. Il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus un temps de retard parce qu'ils doivent analyser la situation. Tout semble naturel et donc tout est beaucoup plus fluide dans le jeu des Citizens. En plus, ils ont un effectif pléthorique. Tous les postes sont doublés et sont doublés avec la manière. À chaque poste, on a clairement 2 internationaux, c'est pour vous montrer la qualité de cet effectif. Et ça permet clairement d'aligner un 11 plus que compétitif à chaque rencontre. Et on le sait, en Première Ligue, à chaque rencontre, il faut jouer à 100% si on veut les gagner. Et c'est ça notamment qui fait la différence avec la concurrence. Et d'ailleurs, ce qui est fou, c'est qu'il n'y a pas de joueurs qui sortent réellement du lot. C'est vraiment un groupe. C'est pas un ensemble d'individualités comme par exemple le PSG, c'est vraiment un groupe qui ne semble pas avoir de faille. Alors évidemment, il y a quand même Kevin De Bruyne qui sort du lot parce qu'il est tellement fort. Évidemment que ce joueur, il change énormément les choses. Mais d'après moi, il y a un autre joueur qui est très important et qu'on ne parle pas assez, c'est Joao Cancelo. Oui, ça semble un peu bizarre de dire que c'est un latéral qui est un des points les plus importants du jeu de Guardiola, alors qu'avant, je n'ai quasiment jamais parlé des latéraux. Mais en fait, Joao Cancelo est tellement fort et tellement flexible qu'il apporte énormément de possibilités au jeu des Citizens. Premièrement, c'est un joueur très technique qui a une super qualité de passe et une magnifique vision du jeu. Et du coup, quand il vient jouer comme réel meneur de jeu, comme regista, presque un meneur de jeu reculé, il est capable de distribuer des ballons magnifiques. Il est vraiment capable de distribuer le jeu et du coup, ça enlève ce poids de la création aux milieux relayeurs, aux De Bruyne, aux Silva, aux Gundogan, qui eux vont pouvoir monter et mettre plus de pression au bloc défensif adverse. En plus, c'est un joueur très intelligent, très rapide et qui est capable de lâcher des super centres. Et donc du coup, il y a des moments où aussi à la place de rester central, il va réellement prendre la place d'un latéral un peu plus classique, déborder sur un côté et lâcher un super centre. Bref, c'est un joueur qui peut permettre beaucoup de rotation, beaucoup d'alternance de postes et ça pour moi c'est peut-être la plus grande clé de Manchester City cette année. Et ouais, cette année il y a tellement d'alternance entre les postes des joueurs pendant le match que ce Manchester City est devenu imprévisible. D'ailleurs, quand tu regardes un match de City, ils jouent en quel système ? En 4-3-3 ? En 4-2-3-1 ? En 4-4-2 ? Bah au final la réponse c'est sûrement un peu des trois. Selon le moment, selon l'adversaire, selon la phase de jeu, City va jouer différemment sur le terrain. Et pour te montrer ça, on va reprendre quelques phases offensives de Manchester City lors de certains de leurs derniers matchs. Prenons déjà l'exemple du match de City face à Leicester, ce fameux 6-3 lors du Boxing Day. Bernardo Silva, qui évolue en tant que faux numéro 9 lors de ce match, dans cette action, il va reprendre une position de numéro 10 et il attire son défenseur avec lui. De Bruyne et Gundogan, eux, ils vont monter et vraiment se positionner comme des buteurs. Et là, on voit très bien City jouer en 4-4-2. Lors de cette action, De Bruyne, il va profiter en même temps de l'espace créé par Mahrez qui a écarté le défenseur latéral et évidemment du contre-appel de Bernardo Silva qui a attiré un petit peu son défenseur central. Là, le Belge va pouvoir être trouvé dans la profondeur et ça fait 1-0. Un peu plus tard, lors du même match, on voit de nouveau énormément de postes qui sont alternés. Silva, maintenant, il joue ailier alors que Mahrez prend une position de milieu relayeur. De Bruyne et Gundogan, ils sont à nouveau buteurs. Et quand Silva repique au centre, c'est Cancelo qui vient redoubler et continuer d'écarter le bloc. Alors qu'il voit Cancelo dans son dos, c'est compliqué d'aller lui donner le ballon directement, et donc c'est De Bruyne qui vient se proposer comme point de relais, recevoir la passe de Silva et directement lancer facilement Cancelo dans la profondeur. Il centre, le centre est mal renvoyé par le gardien, et Gundogan, qui était resté aux avant-postes, se permet de mettre le 3-0 à ce moment-là. Un petit dernier pour la route. Bon ok, cette fois on va regarder un match face à Leeds. Et là, on voit, dès la récupération de balle, Grealish prend le ballon et va quasiment mordre la ligne gauche afin de créer le plus d'espace possible lors du contre. De Bruyne, lui, va se mettre réellement en position de numéro 9 à côté de Foden, alors que Gundogan va rester en retrait pour proposer une autre solution de passe. Et d'ailleurs, c'est bien l'Allemand qui reçoit la balle et il va glisser très rapidement la balle à Mahrez, puis il va switcher de poste avec De Bruyne. Ce petit switch, clairement, on voit, ça fait perdre une demi-seconde aux défenseurs qui ne savent pas réellement comment défendre là-dessus. L'Algérien décide finalement de finir seul, mais il a pas mal d'espace pour provoquer, notamment grâce au placement de ses coéquipiers, mais aussi grâce à l'appel dans le dos de son latéral à droite qui empêche un autre défenseur de venir défendre sur Mahrez. On voit d'ailleurs sur cette action que Mahrez aurait aussi pu donner la balle à De Bruyne, qui était assez libre et qui aurait pu frapper depuis l'extérieur de la surface. Voilà, j'espère que maintenant tu comprends mieux comment Manchester City joue et pourquoi ils sont en train de tant dominer la Première Ligue.
Mais on le sait, le but de cette équipe n'est pas de gagner encore la Premier League, c'est surtout de gagner le Saint Graal, la Ligue des Champions. Alors, d'après toi, est-ce que les Sky Blues peuvent gagner la Ligue des Champions cette année? Dis-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de te lire. Et sur ce, je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!